Je peux dire que chapeau. On s'assoit du coup, peut-être. On va s'asseoir. Franchement, au bord des précipices, j'avais la trouille. Et des fois, je me dis que c'est bien. Enfin, ça aurait été bien que je le rencontre au début, en fait, ce gars, à la fin. Là. Il m'aurait évité, en fait, tout ce chemin. Ça marche, les micros? Ouais, je crois que ça marche. Ouais. Bon, c'est bon. Ouais, à peu près, ouais. Merci. Non, oui, incroyable cette aventure. Et encore, on n'a vu que les bons passages. Mais C'est ça, sinon, je pense que vous auriez quitté la salle depuis un moment. Ouais, ouais, je pense qu'il fallait juste se mettre. Il y en a déjà beaucoup, mais c'est très peu par rapport à ce qui a été ça, vécu. j'imagine que... Et si tu veux, il y a quelque chose qui est. Il y a deux éléments qui sont que je voudrais dire. Il y aura peut-être les questions viendront peut-être là-dessus, mais si jamais il y en a pas, autant les évoquer. La première chose, c'est qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi j'ai pris mon vélo, parce que du coup, on se rend compte que c'est un véritable boulet. Mais en fait, c'est tout bête, c'est-à-dire que moi, j'aime l'exploration. Alors en 2025, c'est toujours compliqué, hein, voilà, parce que beaucoup de choses ont été faites et quasiment tout. Mais en tout cas, moi, l'idée dans l'exploration, c'est de ne pas être sur les traces de quelqu'un. Et donc cet endroit, il avait été a priori jamais parcouru à vélo, à juste titre finalement. Et donc forcément, quand on s'engage dans un tel itinéraire, on ne sait pas ce qu'on va trouver, quoi. Et à vélo, ben, ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Voilà. Donc si on se replonge bien dans ce mot-là, on comprend pourquoi finalement, ben, en fait, bon, voilà, ça se passe plutôt mal, mais parce que ben, voilà, ça fait partie de l'exploration. Et le deuxième point, qui est pour le coup un peu moins drôle, c'est l'explication que vous avez donc à la fin du film. Donc ce voyage date donc de août 2023. Entre-temps, alors moi j'y suis retourné cet été, au mois d'août, pour retrouver des personnes de mon film. C'était important, j'ai amené ma femme. Et en fait, si vous voulez, la situation, donc, elle est bloquée et elle est beaucoup plus noire que finalement. Enfin, il y a une explication qui est assez négative. C'est globalement, donc, les autorités tadjiques ont demandé la fermeture du premier camp. Le deuxième camp, bien sûr, ne sera jamais monté. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au-delà des problèmes politiques qu'il y a entre cette région, qui est une région semi-autonome, et qui est très mal perçue par le gouvernement central, il y a on va dire un problème aussi de lien avec la Chine. C'est-à-dire qu'actuellement, je fais un petit pas de côté, mais actuellement, quand vous rentrez dans le parc national du Pamir, en tant que visiteur, vous devez payer, je crois que c'était 25 ou 30 $ par jour de votre présence. Et donc les locaux qui vous accompagnent, puisque les trekkers qui y vont, ont des muletiers, des guides, etc. Et à l'époque, en 2023, les locaux ne payaient pas. Aujourd'hui, ils payent le même prix que les visiteurs. Donc vous imaginez quand ces gens gagnent peut-être 200 ou 300 € par mois, c'est-à-dire qu'en gros, leurs revenus passent dans les taxes du parc. Et en fait, donc, l'explication, et j'en termine là-dessus, c'est qu'en fait, le gouvernement du Tadjikistan a passé des liens très forts avec la Chine pour de l'extraction de minerais dans ces montagnes, puisqu'elles sont très riches. Et donc l'idée, c'est que moins il y aura de monde, plus ils seront tranquilles pour continuer à exploiter tout ça. Alors sachant que c'est aussi des matériaux dont on a besoin, nous aussi en France. Hein, donc c'est simple de jeter la pierre, mais quand on s'en sert aussi, il faut y avoir conscience. Voilà, en fait, la Chine a vraiment investi énormément dans cette région de l'Asie centrale. Les routes que vous voyez au début du film, là, cette année, en 2025, elles sont goudronnées, il y a des tunnels, c'est hallucinant comme ça va très vite. Et aujourd'hui, à l'époque, moi, je voyais des camions avec des conteneurs, comme vous avez vu sur le film. Aujourd'hui, c'est donc des camions avec des véhicules électriques qui viennent de Chine et qui vont remplir la capitale du Tadjikistan. Aujourd'hui, tous les taxis sont électriques à Douchanbé. Ah ouais. Enfin, voilà, bon, c'était un peu long comme explication, mais c'est important parce que du coup, ça remet dans le contexte de 2025 ce qui se passe là-bas, quoi. D'accord. Parce que c'est un endroit magnifique, là. Vraiment, j'étais émerveillé tout au long du film. C'est somptueux, tout est somptueux. Enfin, ouais, chaque tournant, chaque montée, c'est hallucinant, les paysages. Ah, c'est un territoire extraordinaire, puis avec des gens extraordinaires. Et puis en plus, il y a aussi une deuxième partie dans ce voyage-là, c'est que donc, ces Afghanes que je salue à la fin, honnêtement, je sais que c'est assez déconseillé de dire bonjour aux Afghans qui sont de l'autre côté. En tout cas, si les autorités tadjiques vous voient, ils ne s'apprécient pas du tout. Et donc je ne savais pas du tout en fait quelle réponse j'allais avoir. Donc forcément, quand on m'a levé les mains comme ça, je me suis dit il faut que j'y aille. Donc là, j'en reviens. En fait, j'y étais il y
y a encore 8 jours, j'étais de l'autre côté. Donc vous savez, quand on est assis dans une salle de cinéma et qu'on revoit ces images-là, où en 2023 j'étais côté tadjik, et il y a 10 jours j'étais de l'autre côté, donc je me voyais encore tout ce que j'ai pu faire. Voilà, ça fait c'est extrêmement particulier. Bon, ce sera l'objet d'un autre film, mais c'est pour vous dire qu'on a exactement les mêmes personnes qui vivent d'un côté ou de l'autre de la rivière, avec les mêmes bâtis, les mêmes maisons, les mêmes intérieurs. C'est incroyable, quoi. Voilà. Mais ils sont séparés par cette rivière-là et par des systèmes politiques. Et par des systèmes politiques totalement différents. Et religieux. Exactement. Bon, désolé, c'est un peu long, mais du coup, voilà, ça permettait de mieux comprendre aussi. Donc peut-être il y a des questions, parce que là, on commence à bavarder entre nous, mais... Ah ben voilà. Mais il y a un micro qui circule, pardon, du coup je n'avais pas vu, pardon. Oui, bonjour. Bravo pour votre film, c'est l'aventure avec un grand A, moi j'adore. Ça fait penser à Terre inconnue qu'on voit aussi, mais encore plus aventurier puisque vous êtes tout seul. On se dit, est-ce qu'il faut faire demi-tour, est-ce que je continue, et il n'y a pas de solution, il faut trouver le moins pire. Donc ça, bravo. Ma question, c'est, je suis surpris de voir autant de langues anglaises. Le mariage est marqué Happy Wedding, et je me disais, dans une région aussi reculée, pourquoi l'anglais est autant implanté ? Alors, il est implanté, mais c'est plus de la façade, c'est-à-dire qu'en Happy Wedding, je pense que la plupart des gens qui étaient dans l'Assemblée ne le comprenaient pas. Parce que bon, Tabrez, lui, parle bien anglais, mais c'était un des rares que j'ai pu croiser. Mais il y a toujours cette influence, on va dire, anglo-saxonne, voire américaine. C'est-à-dire que typiquement, et pour prolonger ça, dans les villages, il y a régulièrement des petites épiceries. Les locaux, ils viennent s'équiper ici, en fait, hein, dans ces endroits. Et vous trouvez du Coca. Vous trouvez des chips Lay's. Donc voilà, c'est assez hallucinant comme cette culture-là anglo-saxonne a pénétré très très loin en fait ces montagnes, quoi. Voilà. Mais après, honnêtement, l'anglais, ils le parlent très peu, quoi. Alors oui, ils ont des tenues à l'occidentale. Alors ce qui est assez marrant, c'est que c'est plus les femmes qui gardent les tenues traditionnelles et les hommes sont habillés vraiment à l'occidentale. Mais en Asie centrale, c'est vraiment monnaie courante depuis très longtemps. Après, il y a eu quand même le système soviétique, hein, qui a changé beaucoup de choses dans ces pays-là, contrairement justement à l'Afghanistan, où du coup c'est resté très traditionnel au niveau des tenues vestimentaires. C'est même pas c'est totalement. 100% des gens sont habillés en tenue traditionnelle, quoi. Oui. Ouais, il arrive le micro. Il arrive. Merci, hein, c'était super. J'avais juste 2 questions. Est-ce que les gens se laissent facilement filmer, d'abord ? Et puis, une autre question, est-ce que tu prends beaucoup de temps pour préparer ces voyages, ou c'est un peu sur le vif comme ça ? Non, la préparation, c'est environ une année. Bon, pas à plein temps, bien entendu, mais c'est à peu près 1 an. Déjà, il faut trouver le lieu. Ça part souvent, soit d'une image que j'ai pu voir, d'une photo, ou d'un échange avec quelqu'un. Après, j'ai quand même pas mal de contacts dans cette région du monde, donc ça permet d'aller un peu plus vite. Mais puis ensuite, l'idée, c'est de trouver aussi la quête, d'aller là-bas. Parce qu'en fait, moi, je dis souvent, je dois rien à personne, dans le sens où je décide moi-même d'aller voyager, mais je trouve que c'est une chance de pouvoir le faire. Et qu'y aller sans ramener un témoignage, je trouve ça dommage. Donc l'idée, c'est aussi de réfléchir à une quête et du sujet que je peux ramener. Donc ça prend du temps. Donc là, il y a énormément de recherche. Puis après, il y a l'itinéraire. Je passe beaucoup de temps, finalement, pour pas grand-chose. En tout cas, voilà, j'ai passé énormément de temps à le préparer. Après, il y a la préparation, on va dire, physique, psychologique. Enfin voilà, ça, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Mais en gros, voilà, il y a une grosse année, une année de travail. Et concernant donc ta question par rapport à la caméra, donc moi, je l'introduis tout de suite en demandant si les gens, ça leur pose pas de problème. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au contraire, les gens sont extrêmement flattés d'être filmés. À chaque fois que je fais une aventure dans ces pays-là, je renvoie le film, une fois qu'il est monté, aux gens avec qui je suis en contact. Et les gens sont extrêmement honorés de savoir qu'ils sont vus au cinéma ou dans les festivals. Voilà. Après, bien sûr que si tu les filmes
à leur insu, même si tu leur dis je filme et que ça parle de politique ou que tu détournes des propos, etc., bon là c'est autre chose. Mais l'idée c'est de rester dans ce témoignage, de montrer à quel point comment eux fonctionnent, et ils sont très fiers. Voilà. Et dans une de mes précédentes aventures en Ouzbékistan, parce que je trouvais que cette remarque était importante, j'avais la femme d'un homme qui m'avait invité on va dire, chez lui à déjeuner, qui m'avait dit, quand on allait faire des photos tous ensemble, me dit surtout montrer tout ça en France. Voilà. Les gens sont extrêmement fiers en fait de la façon dont ils vivent, mais en même temps ils sont très humbles, et donc ça leur fait extrêmement plaisir d'être vus de cette manière-là. Voilà. Il y a une question. Oui, je voulais vous poser la question sur la préparation physique, justement. Vous y avez un petit peu répondu en disant plus d'1 an. Je suis un petit peu aussi étonnée, vous êtes monté jusqu'à plus de 5000 mètres. Quels sont les impacts par rapport à la respiration, l'oxygène, voilà. Alors, je vais essayer de faire court cette réponse, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais par rapport à cette question. Mais au niveau de la préparation, moi je fais du sport toute l'année, je fais du vélo depuis très longtemps, donc quelque part, voilà, à ce niveau-là, ça le fait. Puis là, vous avez vu, j'ai quand même pas trop pédalé, donc ça allait. Et après, sur la partie, par contre, il y a une partie qui était intéressante, c'est que dans chaque aventure, je travaille une particularité, en fait. Typiquement, je savais que là, j'aurais des traversées de rivière importantes à faire. Et alors, comment on prépare une traversée de rivière, en fait? Alors, moi, j'ai la chance d'habiter dans le sud de la France, au bord de la mer. Alors, ça va peut-être vous faire rire encore une fois, mais je vous assure que si vous allez vous baigner en hiver, quand il fait nuit, quand il y a énormément de Mistral, quand je parle de Mistral, c'est 80 voire 100 km/h avec des vagues qui sont importantes, et que vous allez en mer, pas juste faire un selfie pour dire, mettre sur les réseaux sociaux et dire je me suis baigné. Hein. Voilà, je vais en mer et je me mets dans les vagues et je vais nager pendant 20-30 minutes. Je peux vous dire que c'est hyper impressionnant. Voilà, dans le noir total, se faire brasser dans une machine à laver comme ça. Donc j'ai fait ça tout l'hiver. À chaque fois qu'il y avait des conditions difficiles, il n'y avait qu'un abruti dans l'eau, c'était moi, très clairement. Et en fait, je rentrais chez moi, je prenais une douche froide. Voilà. Donc je me suis imposé ce rythme-là. Aujourd'hui, je prends des douches chaudes, je vous rassure. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voulais impérativement que le froid, toute cette sensation autour de l'eau, en fait, n'ait aucune prise sur moi. C'est-à-dire quand j'arrive dans la rivière, et ça a été le cas, je voulais pouvoir rester totalement lucide et essayer de prendre la bonne décision pour ne pas me faire emporter. Parce que le problème, c'est que c'est extrêmement dangereux et ça finit toujours par une noyade. Donc voilà. Donc, ça, c'est typiquement une des caractéristiques de ce voyage-là. Et puis par rapport à l'altitude, alors moi j'ai la chance d'être un rustique. Donc un rustique, vous me mettez par terre, je peux dormir. Vous me mettez 3 cacahuètes, ça va me suffire. Vous me mettez un plat de couscous, ça va me suffire aussi. En gros, je peux manger n'importe quoi en quantité diverses et variées. Même au niveau de l'hydratation, je peux être très négligent à ce niveau-là. Mon corps continue de fonctionner. Alors en mode dégradé, mais il continue à fonctionner. Et pour l'altitude, en fait, j'ai pas de problème d'altitude, j'ai pas de problème d'acclimatation, mis à part des problèmes de souffle comme tout le monde, mais je fais pas d'œdème. Donc ce qui fait qu'en fait, j'arrive à accélérer très vite mes montées, parce que globalement, là, le premier col est à 4600 mètres, et je l'atteins au bout, je crois, de 4 jours ou 5 jours, ce qui est très très court. Moi, j'habite au niveau 0, il me faudrait au moins 14, voire 17 jours d'acclimatation pour être bien à 4600 mètres, et pour pas prendre un risque pour ma santé. Voilà. Parce que justement, j'ai ce côté rustique, et j'espère qu'il durera le plus longtemps possible, je peux monter rapidement. Voilà. Mais bon, ne le faites pas quand même, voilà. Je vous le déconseille. Non, on va pas... Non, mais c'est sérieux, ça peut être extrêmement grave, on peut en mourir, donc voilà, il faut être prudent. Oui. Bonjour. Bonsoir. Je suis extrêmement impressionné par la qualité des images que vous avez ramenées, quand je pense que vous les avez prises tout seul. Et entre autres, les images extraordinaires de survol que vous avez. Et je souhaitais savoir comment on doit s'équiper pour produire des images aussi étonnantes et de se trimballer avec un drone dans les conditions où vous vous êtes baladé avec votre vélo. Franchement, je ne pensais pas que c'était possible. J'essaie de répondre, surtout qu'il y avait 2 personnes qui se posaient aussi cette question, qui étaient juste derrière moi, j'entendais parler pendant la séance. Alors, et je le dis, il y a personne d'autre que moi. Voilà. Là-dessus, je suis très clair. De toute façon, il aurait été crédité au générique, donc il suffit de revoir le film.
Donc, si vous voulez, donc, le drone, pour moi, c'est vrai que c'est un appareil extraordinaire parce que du coup, je gagne beaucoup de temps en termes de prise de vue. On prend de la hauteur, les images sont très vite spectaculaires, donc ça permet d'embarquer, ça permet d'alterner beaucoup plus facilement que quand on a des images au sol. Donc ça, c'est une évidence. Après, il y a des subterfuges, par exemple, dans la prise de vue, dans le montage. Je vous donne un exemple. Je peux, par exemple, vous montrer on va dire un bout de sentier suspendu au-dessus du lac. Je vous mets un bruit de vélo derrière. Vous pensez que je suis en train de rouler le sentier. Sauf qu'il faut quand même que je pilote mon drone, il faut que je roule avec le précipice à côté, donc ça, je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc en fait, je ne roule pas sur le sentier. Ça veut dire qu'en fait, globalement, vous avez l'impression d'eux, mais si vous cherchez dans l'écran, vous ne me verrez pas. Mais voilà, donc ça, c'est une façon de garder de la linéarité en fait, dans l'histoire, sans forcément sans mentir, parce que je l'ai roulé, mais sauf que je ne pouvais pas piloter le drone. Après, le drone aussi a des modes automatiques, donc ça permet aussi de faire quelques images, mais le sujet est souvent très centré, voire trop centré, donc ça me plaît un peu moins. Ça m'arrive aussi de le piloter, alors dans ce film-là, je ne sais pas, mais en tout cas, des fois, de faire du vélo en le pilotant en même temps, bon, quand c'est vraiment linéaire et quand c'est plat. Et après, en termes de matériel, alors pour les connaisseurs, hein, c'est un drone de chez DJI. Alors là, à l'époque, je crois que c'était un Mini 3 Pro. C'est un appareil qui vaut dans les 1000 €, quoi. Hein. Donc, c'est pas très cher finalement pour un appareil qui fait pour une caméra volante. Mais après, c'est beaucoup de temps. C'est pour ça que les journées durent longtemps. Il n'y a pas que les galères aussi, mais il y a le fait aussi de faire des images, donc ça prend énormément de temps. Mais voilà, et puis ça fait très longtemps que je fais du drone aussi, je vole beaucoup, dans différentes conditions. Et puis j'aime ça aussi, j'aime faire de l'image, hein, donc ça participe aussi à tout ce temps passé. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en gros, voilà, c'est les ingrédients. Les images qu'on vous êtes à vélo, oui. La caméra est sur... Non, la caméra est sur mon torse. Elle est ici, ouais. En fait, voilà, oui. Après, en fait, si vous voulez, il y a 4 caméras. Voilà. Il y a ma GoPro qui est ici, donc il y a le drone dont on a parlé. Il y a énormément d'images à l'iPhone, énormément. Donc de mémoire, c'est un iPhone, je crois que c'était mon 14 Pro. Alors quand il est utilisé dans des bonnes conditions de lumière, franchement, ça passe bien. Et après, donc on l'a vu, j'ai un boîtier qui est sur mon sac à dos. Je me sers beaucoup du boîtier pour faire des photos, mais je m'en sers aussi pour faire de la vidéo. Des fois, je le pose, il y a un trépied, etc. Donc voilà, c'est tout un dispositif, quoi. Pourtant, vous avez très peu de matériel avec vous. D'autres... Non, j'ai très peu de matériel, en effet, je pars le plus léger possible. En fait, j'ai beaucoup de matériel électronique, et donc ce qui fait que ça prend à la fois du volume et du poids. Donc j'ai typiquement, pour vous donner un exemple, mais en termes de vêtements, donc j'ai ma tenue sur moi, et après j'ai une tenue de rechange uniquement, c'est-à-dire que je vais avoir un maillot, un caleçon, une paire de chaussettes. Là, j'étais en short, mais j'ai un pantalon en plus pour la nuit. Puis après, j'ai une veste chaude, une veste de pluie, basta, quoi. Voilà. Et ça doit faire, voilà. Et là, en Afghanistan, ça m'a fait 23 jours comme ça, typiquement. Voilà. Et je pourrais partir 6 mois, tant que je déchire pas, je pourrais partir 6 mois comme ça. Voilà. Bon, après, ça tient tout seul, hein, les affaires. Bonsoir. Bonsoir. Donc on était derrière vous, en effet, on se demandait comment vous Je voulais vous répondre, mais bon, du coup, je répondrai à la fin. Oui, tout à fait. Non, c'est extraordinaire, hein, on a vraiment beaucoup apprécié. Merci. Je me demandais quand même, vous êtes donc tout seul, vous faites des grands chemins où il n'y a personne, et il vous arrive rien. Si vous arrive quelque chose, vous faites comment Alors, excusez-moi le terme, mais c'est la merde, quoi. Faut pas que ça arrive. Non, mais bon, on le dit en rigolant, mais... C'était très dangereux, quand même. Ouais, non, mais c'est évident. Alors, si vous disparaissez dans un précipice et que vous mourrez, bon, ça règle le problème. Non, mais je parle pour moi, pas pour la famille, mais ça règle le problème. Là, globalement, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, en cas de chute avec des dégâts importants, comme par exemple, je sais pas, ça peut être une jambe cassée, là, c'est la cata, quoi. Parce que tout ça. Alors, j'ai un téléphone satellite, mais vous imaginez, il y a un bouton SOS. Alors, ça me permet d'envoyer des SMS à ma famille, etc. Bon, voilà. Mais j'ai un bouton SOS qui renvoie sur un central d'appel qui est aux États-Unis. Donc, vous imaginez, les Américains, ils connaissent que leur pays, hein, franchement. Hein. Et donc, il n'y a pas de secours en montagne. De toute façon, au Tadjikistan, il n'y a pas d'hélicoptère qui vole. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'en appuyant sur un bouton, comme on a pu en voir en France, en 15 minutes, il y a un hélicoptère qui arrive au-dessus de votre tête. Voilà. Donc, c'est une
fausse sécurité, donc ça il faut extrêmement être vigilant là-dessus, se dire bon j'ai un téléphone satellite, c'est juste pour donner des nouvelles, mais en tout cas voilà, en cas de problème il ne m'aidera pas plus que ça. Après il faut compter sur sa bonne étoile, aussi sur sa concentration, sur sa préparation, sur son matériel, et puis si jamais ça doit arriver, après il faut se démerder quoi. Mais bon, pour l'instant j'ai pas eu besoin de mettre tout ça en place. Tant mieux. Oui, ça va continuer comme ça. Vous nous avez parlé... Oui. Bonsoir. Vous nous avez parlé de votre préparation physique et concernant la préparation mentale. Enfin, vous parliez aussi d'une préparation mentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, sur cette aventure-là, on va dire que j'ai pas eu besoin de me préparer plus, on va dire, mentalement. Par contre, en fait, ça fait 2 fois que je pars en Afghanistan. Donc, il y a eu l'an dernier et puis il y a eu là cette année. Et l'an dernier, en fait, le projet que j'avais était extrêmement ambitieux en termes de pénétration dans les montagnes du centre du pays. Et on m'avait prévenu que ça pouvait mal se terminer dans le sens par une arrestation. Et moi, je voulais vraiment aller à la rencontre des Hazaras, qui sont aussi des chiites, qui vivent en paix dans ces montagnes. Enfin voilà, un peuple extraordinaire. Et ce qui s'est passé, c'est que je m'étais dit, bon, si je me fais arrêter, il va falloir le gérer, quoi. Et ce qui se passe, c'est quand vous êtes face à une situation comme ça, qui est extrêmement pénible et difficile à vivre, votre cerveau, en fait, les fils commencent un peu à se toucher, quoi. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de garder son calme, être serein, et essayer, pareil, un peu comme pour la rivière, mais dans une autre façon, quoi. Et je m'étais dit, en fait, parce que je l'avais fait sur une blessure, j'avais travaillé sur de la visualisation, en fait. Je m'étais cassé la jambe il y a quelques années. Et donc, j'avais travaillé avec un ostéo. Il m'avait dit, écoute, pense toujours, parce que pendant 3 mois, je n'ai pas posé mon pied, il m'a dit, visualise toujours la marche pour que ton cerveau garde ça en tête, le réflexe, etc. Donc, en fait, la nuit, le soir, je me voyais marcher, etc. Bref. Et donc, pour l'arrestation, j'ai fait la même chose. Alors moi, je ne me suis jamais fait arrêter, mais bon, on voit tous des films, hein, donc voilà, il suffit de se refaire des films dans sa tête, donc de s'imaginer arrêté dans n'importe quel type de situation, voilà, emmené de nuit dans un pick-up, les yeux bandés, chopé à un endroit, enfin bref. Et donc j'ai imaginé ça pendant des mois, en fait, dans ma tête, et le jour où ça m'est arrivé, parce que ça m'est arrivé, pour le coup, je suis resté totalement calme et serein face à cette agression, même si elle a été relativement soft. Mais quand vous faites embarquer par les talibans et qu'ils vous emmènent au fin fond d'une base militaire, au fin fond du désert, je peux vous dire que c'est une autre histoire. Mais ça s'est bien terminé, peut-être parce que je suis resté très calme et que j'ai pu m'expliquer que ça a été, voilà, et qu'il n'y a pas eu de souci. J'ai aussi eu de la chance, c'est évident. Mais voilà, ça fait partie en fait des éléments que je prépare spécifiquement, notamment sur le plan psychologique, quand j'en ai besoin. Donc la visualisation comme ça, c'est extrêmement intéressant. Une autre question ? Pourquoi vous dites que le lac est mortel au début ? C'est parce qu'il est froid ou parce qu'on ne peut pas escarper ? Non, c'est la chute, quoi. Ouais. Là, en fait, si vous voulez tomber dans l'eau, alors de 10 mètres de haut, c'est une chose, mais quand vous tombez, je sais pas, de 80 ou de 100 mètres et que c'est quasiment vertical, bon, vous arrivez dans l'eau, déjà, vous avez pu rebondir quelques fois dans les rochers, vous n'êtes plus trop en forme. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi la remontée, quoi. C'est-à-dire que même si vous êtes vivant, vu les falaises qu'il y a, vous ne remontez pas, quoi. Et puis l'eau, en effet, doit être froide, donc à la fin, ça reste mortel, quoi. Ouais. Voilà. Mais en général, quand vous avez les pieds dans l'eau, elle est à combien, là ? Je pense qu'elle sort des glaciers assez rapidement, donc je ne sais pas, dans les 5-6 degrés, je ne sais pas. Elle est froide. Je peux vous garantir qu'elle est froide. Et justement, le lac, parce qu'on voit en fait les lacets qui ont l'air effectivement extrêmement abrupts. À pied, c'est jouable ou il faut vraiment... Les trekkers ne le font plus. Les trekkers ne le font plus. Ce qui se passe, c'est que le sentier est encore emprunté par les muletiers, en fait. Parce que quand les trekkers viennent ici, ils sont avec des muletiers. Et des fois, il y a 4-5 ânes. Et en fait, les trekkers, eux, il y a une petite embarcation qui est d'ailleurs sous la base où j'ai passé la nuit. Et ils prennent un petit espèce de petit bateau, en fait, une petite barque, et ils traversent comme ça le lac en, je sais pas, ils doivent mettre au moins 2 heures quand même, c'est long, hein, voire peut-être même plus. Sauf qu'ils ne mettent pas les ânes dessus, quoi. Hein. Donc les ânes, eux, ils sont à pied avec les muletiers, donc ils prennent ce sentier. Voilà pourquoi il est bien marqué, par endroit.
pour qu'on le voit bien, mais par contre il est extrêmement dangereux parce qu'il est effondré à plein d'endroits, et honnêtement il y a une partie que j'ai pas filmée, mais elle était franchement en fait si vous voulez, quand c'est extrêmement dangereux, ça va peut-être vous faire rire, mais quand c'est extrêmement dangereux, je filme pas. Parce qu'en fait je veux impérativement rester concentré sur ce que je fais. Parce que même une GoPro qui tourne là, vous savez, quand vous faites du film depuis très longtemps, vous avez toujours un coin du cerveau qui est en train de réfléchir à la caméra, est-ce qu'elle est bien orientée, même quand elle est là. Et donc le fait d'avoir un quart de seconde d'inattention, en fait, vous pouvez filer en bas. Donc en fait, il y a des endroits que je n'ai pas filmés, notamment un, je vous assure, c'était... je me suis dit, je ne sais même pas comment je vais pouvoir passer, quoi. Voilà. Donc voilà, les multi-empreintes, bon, pas souvent, mais voilà pourquoi il est encore là, ce chemin, quoi. Mais bon, encore pour combien de temps, je ne sais pas. Une dernière chose, je voulais vous demander pourquoi vous ne prenez pas un sac du couchage à, je sais pas, moins 10, quoi, plutôt que moins 3 ? À votre avis ? Parce que c'est pas vraiment beaucoup plus lourd. Non, parce que si, c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus encombrant. Ouais. En plume ? Eh oui. Vous savez, et c'est surtout un problème d'encombrement aussi, parce qu'en fait, les bagages sur le vélo ont un volume assez limité. Et je vois à l'avant, honnêtement, il n'y a pas plus. Vous gagnez 2 ou 3 degrés de plus, mais pas beaucoup plus, quoi. Voilà. Et c'est pas possible de mettre un porte-bagages. Enfin, je fais pas de vélo, moi. Je fais de la marche. Si, alors justement, non, mais si, parce que maintenant là, j'ai un porte-vélo à l'arrière, mais c'est pareil, ça alourdit vraiment. Bon, je mets un peu plus de choses, mais bon, voilà, ça alourdit. Mais le problème, c'est que les sacoches restent toujours assez peu en volume, assez petites, quoi qu'il arrive, quoi. Voilà. Oui. Le micro. Attendez le micro, s'il vous plaît. Passez le micro, s'il vous plaît. Alors, le vélo pèse combien ? Non, mais c'est bon, le vélo pèse combien ? Regarde, comme ça, je fais la question. Donc, voilà, il redescend. Il fait 12 kilos à vide. C'est un vélo qui est en carbone. Hein. C'est une marque française. Et puis, chargé, je crois que j'étais à 32 kilos, je crois. Ouais, ça paraît pas comme ça. Hein. Plus le sac à dos qui fait entre 5 et 7. Sur le dos, ça fait presque 40. Ouais. Mais je ne l'ai pas tout le temps sur le dos. Hein, voilà. Je le pousse plus souvent que ce que je le porte. Eh ben, il y a eu ce dérailleur, vous avez vu. Mais bon, vu le peu de pédalage que j'ai fait, c'était pas trop gênant de ne pas avoir de dérailleur. Non, en fait, il était pas complètement cassé, il était bien tordu. Mais bon, moi, je suis partisan de ne pas changer quand ça continue de marcher, quoi. Parce que je me dis, bon, tant qu'à faire, voilà. Parce que bon, je sais faire, mais on peut faire une connerie en réparant et ça peut être pire. Et puis bon, après, les kilomètres que j'ai pu faire en pédalant, bon, il grattait un peu, mais je me dis, tant qu'il gratte, c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai gardé. Il n'y a pas eu d'autres soucis. Dans les crevaisons, j'ai entendu, non, j'utilise des pneus Hutchinson. Pour info, je leur fais de la pub parce que c'est extraordinaire. Moi, ça fait des années que je fais de l'aventure à vélo, enfin du voyage comme ça, et j'ai jamais crevé. Hein, donc voilà. Là-bas, les loups ? Là-haut. Alors, pour moi, le seul animal qui craint dans les montagnes, c'est moi, en fait. C'est tout. Non, je me pose pas aucune question, en fait. Aucune, zéro. Enfin, ni les loups, ni la panthère, quoi que ce soit. En fait, le seul problème, ce serait les ours, mais il n'y en a pas. Les ours, ça craint. Voilà. Parce que pour le coup, un ours, ça s'approche vraiment et tout, c'est un peu con. Voilà. Mais le reste, ils ont peur, quoi. Voilà. Mais bon, quoique la panthère, elle a quand même tourné. Hein. Comment est-ce que vous vous nourrissiez ? Avec le gras que j'accumule tout l'hiver. Comme les ours. Quand je dis que j'étais un ours, c'est moi l'ours. Non, mais c'est pas des blagues. En fait, je suis obligé de puiser dans mes réserves parce que je suis sous-alimenté en permanence. C'est aussi un choix dans le poids total, en fait, du vélo, enfin, de ce que je transporte. Donc j'ai très peu de nourriture. Alors là, ce que j'avais fait, vous avez vu au début, donc j'avais pris les services, loué les services de Bourron, avec son âne, ce muletier, parce que j'avais justement amené de la nourriture de France pour les quelques premiers jours. Alors j'avais fait un truc, moi je vous le déconseille, mais je vous donne quand même l'info, après vous ferez ce que vous voulez si vous voulez le tester. Mais j'avais donc des plats lyophilisés, mais j'avais pas de réchaud. Donc en fait, lui il avait un thermos avec de l'eau chaude. Donc quand on s'est quitté, j'ai vite préparé, je crois, 4-5 plats lyophilisés, que j'ai mis dans mon sac à dos et je suis parti comme ça. Alors le soir, même si je suis arrivé tard, c'était encore tiède, ça allait. Et j'en ai mangé encore le lendemain et le surlendemain. C'est infect. Voilà. Une fois que c'est froid, c'est dégueulasse. Voilà. Et puis j'ai eu la chance de croiser des gens. Après l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir rencontrer des gens et de pouvoir se ravitailler de peu, mais voilà, de pouvoir continuer à trouver un peu de nourriture. Mais voilà, moi je fonctionne toujours comme ça. Jusqu'à présent, ça m'a toujours réussi.
Mais bon, je ne vous cache pas que vous évoluez en mode très dégradé, quoi. Parce que les calories sont vraiment très faibles, quoi. Le micro aussi. En général, c'est presque moins 10, quoi. Ouais, donc c'est bien pour un régime, quoi. Il y a une personne oui, là-haut. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors moi j'ai eu très peur vraiment pendant toute votre ascension. Je voulais savoir, j'ai beaucoup pensé à votre femme. Je me suis dit mais comment il la prépare à tout ça, parce que alors bon, moi je suis rassurée. Je pense que non, jamais de la vie. Donc voilà. C'est jamais. Et une deuxième question, c'est d'où est né. Enfin, je pense que vous n'êtes pas réveillé un matin en vous disant ah bah tiens, si j'allais faire une petite balade pour rencontrer des gens. Voilà, d'où est née cette passion, cette rencontre avec les gens, cette exploration aussi de l'Asie centrale, voilà. Alors ma femme est en bas parce qu'elle prépare justement les bouquins pour la séance dédicace. Ça aurait été bien qu'elle puisse répondre, mais en fait, bon, je ne sais pas comment vous me percevez au travers de ces images, mais peut-être que vous dites mais il est complètement barjot ce gars. Ouais, bon voilà. Mais je vous assure, j'ai les pieds sur terre. Non, c'est pas des blagues. Franchement, c'est extrêmement... Moi, ça fait très longtemps que je fais du vélo. Donc, les images que vous voyez, pour moi, je suis peut-être à 40% de mes capacités, ou 50%. Donc, je reste extrêmement prudent. Après, on n'est pas à l'abri d'une chute. On est sur un deux roues. On est en équilibre. Mais ma femme me fait extrêmement confiance. Elle sait vraiment que c'est réfléchi, c'est calculé. Et puis bon... Et puis elle me voit épanoui, donc en même temps, bon là je vous dis, c'est aussi c'est porté par l'amour quelque part, parce que quand vous voyez votre conjoint qui est épanoui, vous n'avez peut-être pas envie de lui mettre un couvercle sur la tête. Donc voilà, je pense qu'elle vous dirait la même chose, enfin j'espère. Et la deuxième question, donc j'ai oublié, c'était... Ah oui, d'où est né, pardon. Alors moi, ça fait très longtemps que j'ai la chance de voyager à vélo, mais j'ai toujours été accompagné avec des copains, on partait un peu aux quatre coins du monde. Et puis en fait, il y a eu un déclic. Ça a été en 2021, donc c'était la fin du Covid, mais il était encore présent. J'ai la bougeotte, hein, comme on avait tous en fait, hein, et je voulais vraiment faire un voyage. C'était en été, j'avais un peu de temps, et je voulais ne pas avoir de contraintes sanitaires à l'aller au retour. Bon, un test PCR à l'époque, mais je voulais pas être en quarantaine. Et je voulais un peu de dépaysement et de la montagne. Et en fait, je fais une recherche rapidement sur Internet et je tombe sur le Kirghizistan, en Asie centrale, que je connaissais de nom, mais sans plus. Et je me dis, tiens, ça coche bien. Et puis, bon, il n'y avait pas de contraintes sanitaires. Je dis, bah, banco. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mes billets d'avion 15 jours avant de partir. Parce que j'avais le créneau qui arrivait. Et donc, je fais tout mon carnet d'adresse. Et en fait... je trouve aucun pote qui me dit non mais attends, moi je pars pas en août, cette année il y a le Covid, je pars en famille, enfin bon voilà. Donc je reste en plan comme ça et je pars tout seul. Je me dis on verra bien quoi. Et je me dis au pire ça me plaît pas, je rentre puis c'est tout quoi. Et en fait ça a été une révélation. Donc ça a été vraiment une claque, hein. C'est-à-dire que je suis parti, je me dis waouh, c'est les gens incroyables, les paysages fantastiques, parce que tous ces pays, alors ils sont tous différents, mais c'est le même état d'esprit, c'est des paysages grandioses, très ouverts, et des gens qui sont très ouverts aussi à l'image des paysages. Et puis il y a eu le côté solitaire où je n'avais jamais expérimenté. Et je trouvais ça totalement, mais presque idiot de partir seul. Et en fait, pour moi, ça a été une révélation pour les rencontres, justement. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et maintenant, je ne lâche plus l'affaire. Non, il y a un monsieur qui a récupéré son micro. Oui, juste une question. Un moment fort que vous voulez nous partager ? C'est une bonne question. Alors, oui, il y a un moment. Oui, enfin, il y a un moment fort, mais parce qu'il y a une histoire qui se prolonge. Mais c'est Moubacher, donc le dernier homme que j'interviewe, donc dans le village de Vrang. On est vraiment restés amis. Ça a été un lien très fort. Et je l'ai revu cet été. On devait passer 2 jours. On en a passé 4 chez lui. On était avec la famille. Enfin, c'était incroyable. Et en fait, j'ai eu beaucoup de peine cet été. Alors du coup, ça fortifie encore plus ce moment de rencontre que j'ai pu avoir avec lui. Parce que c'est un homme extrêmement intelligent, comme vous avez pu le voir dans l'interview. Il sait énormément de choses. C'est un prof de tadjik, il connaît toute la région, il adore les montagnes. Enfin, il vit face à l'Afghanistan et l'Hindu Kush, il le voit comme ça. Pour lui, c'est son Graal, quoi. Chaque fois que je faisais des photos, il me dit non, mais on se met là, comme ça, il y a les montagnes derrière. Et un gars extrêmement intelligent avec des livres. Et cet été, en fait, j'ai appris que son fils était en prison. Et je pense que c'est toujours lié à de la politique, au fait que ces gens-là sont
très oppressés en fait par le gouvernement. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais ça fait beaucoup de peine parce que c'était, vous savez, le fils est vraiment extrêmement important dans ces familles, voilà, il faut le dire. Et donc du coup, je me suis senti encore plus proche de lui, voilà, parce que j'ai bien vu qu'il y avait un peu ce côté père-fils entre nous. Et voilà, c'est vrai que ça a renforcé déjà cette première rencontre qui a eu lieu quand j'étais là-bas, quoi. Bonjour. Merci pour le film. Je voulais savoir, vous avez montré au début du film, donc vous aviez fait les démarches administratives pour pouvoir traverser et filmer. Déjà, est-ce que vous avez eu des difficultés pour avoir ces autorisations? Et on voit aussi que vous avez un petit souci à un moment donné aussi avec ces autorisations. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur cette situation? Alors, donc c'est Charaf qui était en charge de toute la partie administrative. Si vous voulez, vous avez, on va dire qu'il y a 3 sortes de documents à avoir. Bon, pour rentrer au Tadjikistan, il ne faut pas de visa. Si vous restez, je crois que c'est moins de 30 jours, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, si vous restez plus de 14 jours, il faut aller vous faire enregistrer au service de l'immigration qui est à Douchambé. Voilà. Bon. Donc ça, c'est Charaf qui s'en était occupé. Après, il vous faut un permis, une autorisation, mais c'est pareil, hein, c'est un bout de papier, vous payez, je sais pas, 20 €, puis vous l'avez. Hein. Mais pour rentrer dans cette région semi-autonome du Gorno-Balarchan. Voilà. Donc, mais ça, c'est très facile à avoir. Honnêtement, tous les visiteurs, ils ont ça, c'est pas un problème. Après, le lac Sarez, c'est encore un truc dans un truc, en fait, où là, en fait, il faut une autorisation spéciale. Et donc, Charaf l'avait demandé, sauf que, mais ça, il me l'a dit après, c'est que moi, je lui ai demandé de moi le papier, et puis en fait, il ne l'avait pas. Donc, il me dit, non, mais c'est bon, vas-y, ne te prends pas la tête, t'es sur les listes, il n'y a pas de souci, j'ai pas le document là, mais t'inquiète pas. Bon. Donc, moi, je lui ai fait confiance, et j'étais sur place en étant sûr de moi. Et donc, c'est avéré que j'étais bien inscrit dessus, sauf qu'il y a une espèce de mafia locale, parce que tout marque avec des bakchiches là-bas. Hein. Il y a une mafia locale où il faut passer par un des gars du village, qui est à Barchiliv. C'est lui qui délivre un peu les papiers. On passe par son muletier, son machin, son truc, et hop, il y a un bakchiche qui passe, et c'est comme ça qu'on a le papier. Mais moi, j'étais au courant de rien. Et donc forcément, et Charaf n'avait pas fait la démarche dans ce sens-là, donc on était coincés, on n'avait pas le papier, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, tout s'est arrangé. Franchement, bon, lui, il a été filmé à son insu, hein. Je ne lui ai pas demandé si je pouvais mettre la caméra, quoi. Voilà. Mais franchement, il fait bien son job, il est super sympa, ce gars, finalement. Et je me dis, bon, ben voilà, c'est pas dégradant pour lui. Et en fait, ils ont été adorables, ils m'ont nourri, ils m'ont logé. J'aurais dû payer 25 $ par jour de présence dans le parc national. Ils m'ont dit, bah écoute, vas-y gratuitement. Non, enfin voilà, ils ont été super, quoi. Donc, mais voilà, pour vous donner les éléments par rapport aux documents. Il y a un micro, c'est pour les... Vous êtes bien bavard ce soir. Non, c'est avec plaisir en tout cas. Je vous en prie. Le drone oui. dans ces pays-là, c'est, ils ne vous ont pas fouillé, ils vous ont pas. C'est fortement déconseillé de prendre un drone au Tadjikistan, notamment parce que vous êtes quand même sur une zone frontalière. Donc il y a des endroits où j'ai pas filmé, quoi, où je l'ai pas sorti. Hein. Voilà, parce que là. En fait, il y a énormément de patrouilles de militaires le long de la frontière, donc il faut faire extrêmement attention. Il y a des images au début que j'ai pu faire, mais mon chauffeur il guettait. Enfin voilà, ça a été un peu chaud. Mais après, il vaut mieux s'en servir dans les montagnes. Dans les montagnes, c'est pas un problème. Voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de base tadjik, il n'y a rien. Mais le long de la frontière, il faut faire attention. Et en Afghanistan, enfin, on verra ça. Non, pas de drone en Afghanistan. Non, il est resté à la maison. Ça, c'était la promesse que j'ai fait à ma femme justement. Elle m'a dit, tu prends pas de drone, sinon tu pars pas. Voilà. Parce que non, mais là, c'est un coup à finir en prison. Hein. Bien, merci. Merci à vous, hein, merci. Je vais voilà, descendre. Et tu fais une signature de tes livres en bas pour ceux qui auraient envie.